Bonsoir mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle production de votre émission Trajectoire. Nous avons le plaisir, le bonheur, n'est-ce pas, de vous offrir cette émission où nous avons, n'est-ce pas, déniché pour vous un professionnel de la santé de notre pays. Elle, c'est le professeur docteur Gertrude Louyeye. Elle est donc spécialiste en imagerie médicale, mais aussi radio-oncologie. Elle a plusieurs casquettes. C'est une femme forte, mais aussi elle gère une ONG, Repos. Professeur docteur Gertrude Louyeye, comment allez-vous? Merci beaucoup, ça va bien. Ah d'accord, on vous sent toujours jeune. Une histoire grandiose, mais vous êtes toujours jeune. On fait tout pour. On se bat, lutte contre la vieillesse, quoi. Bien sûr que oui, mais il y a beaucoup de dames, quand ils attendent votre histoire, on sent que vous êtes une femme déterminée. C'était quoi votre vision d'enfance? En fait, je pense que ma vision d'enfance a été forgée grâce à mon père, je pense. Parce qu'en fait, je suis fille aînée d'une famille de 8 enfants. Bon, il y en a un qui est parti, on est 7. Mais derrière moi, il y a 5 garçons. Et donc, j'ai grandi dans ces milieux-là, où tu es la grande sœur, suivie des garçons. Donc, tu ne fais que des jeux des garçons. En fait, tu vis comme un petit garçon. Dans l'histoire, c'est que mon père s'attendait à avoir un garçon d'abord. Oh. Et parce qu'ils étaient un groupe d'amis, et il s'était dit, notre premier garçon, va. Et lui, tous les amis ont des garçons, et lui, il a une fille. En fait, c'était pour lui une occasion de montrer que même avec une fille, on peut y aller. Et voilà. Et donc, avec ces garçons-là, on était ensemble dans la même école, mais j'étais toujours première par rapport à eux. Et donc, voilà, je crois qu'à partir de là, l'histoire de mon père, l'histoire personnelle dans ma maison, où je n'avais que des jeux des garçons. Je n'avais personne avec qui jouer à la poupée. Okay. Et donc, je pense, c'est peut-être une des explications qui ont fait que je commençais à avoir cette détermination. Et donc, en tant qu'aîné, tu conduis des gens. Donc, tu as déjà cette âme des leaders, si vous voulez. Je pense que ça peut être... Si on peut dire que vous avez gagné votre pari en tant que femme, de pouvoir élever plus haut l'image de la famille, alors qu'à cette époque-là, la femme n'était pas propulsée. Tout à fait. D'autant plus que, si je vois bien, il y a même dans l'histoire des hommes qui ont divorcé tout simplement parce que la femme mettait au monde des filles. Béni soit mon papa qui est paix à son âme. Okay. C'était pas son cas. Il était tout fier de moi, mon papa. Je me rappelle toujours qu'à l'époque, c'était quand vous allez pour la proclamation, les parents devaient vous accompagner. Et donc, quand on m'appelait première ou deuxième de la classe, mon papa était tout fier d'espavaner à côté de moi. Et donc, mon père m'a montré, durant toute ma vie, qu'une femme avait le droit de faire quelque chose, de vivre. Elle avait un cerveau comme tout homme. Et donc, elle devait défendre cet espace-là. C'était un défi réussi. Tout à fait. Pas comme une femme, mais comme un être humain. Voilà. Ah d'accord. Oui. Mais en restant autour des hommes, vous avez quand même acquéri quelques vertus des hommes, c'est-à-dire la détermination. Quand vous commencez un projet, un programme, vous voulez toujours finir. C'est votre cas? Tout à fait. Parce que vous savez, lorsque vous êtes dans un milieu d'hommes, leur premier réflexe, c'est de ne pas vous considérer comme un chef, mais c'est de vous considérer comme une femme. Même lorsque vous êtes leur chef. J'ai été pendant 6 ans chef de département en imagerie médicale à l'hôpital Mama-Yemo, qui est aujourd'hui chef. Et tu devais les sentir. En fait, tu dois t'imposer plus que si c'est un homme normal. Et donc, tu es là, tu es chef, tu donnes des directives, tu sens comme de la résistance, un homme. Et donc, tu dois montrer que là, tu n'es pas parce que tu es femme, parce que tu es chef. D'autant plus qu'on a fait les mêmes études. Donc, j'étais médecin spécialiste comme tous mes autres amis, tous les autres collègues. Et donc, sur le plan de la formation, on a la même formation. Exact. Et donc, vous vous imposez comme chef. Et je pense que lorsque tous les autres hommes sensés, parce qu'il y a toujours des idiots, mais les hommes sensés qui comprennent que même une femme peut me gérer, à ce moment-là, ils sentent que vous les amenez dans la bonne direction et ça marche. Et donc, j'ai appris à gérer ça, à gérer des hommes. Parce que j'ai géré déjà des hommes dans ma propre famille. Exactement, c'est comme David qui gérait déjà les brebis. Tout à fait. Alors ça, c'est une belle expérience. Je pense que les pays doivent vous récompenser. Vous n'êtes pas une femme, comme on dit, femme. Non, vous êtes une femme, vraiment une grande femme qui, en fait, travaille. Votre travail est vu et apprécié par plusieurs personnes. On va y revenir. Alors, parlons un peu de votre vocation. Aujourd'hui, vous êtes professeur, docteur. C'était votre ambition première ou vous devriez être autre qu'aujourd'hui vous l'êtes? Excellente question. Et là, je vais encore revenir sur mon papa. Okay. Mon papa, en fait, moi, j'ai fait les études littéraires.
Et quand on fait les études littéraires, généralement, on veut être dans la magistrature comme avocate. Et donc, lorsque je me suis inscrite à l'université, moi, je suis allée m'inscrire en droit. Et quand je reviens, j'ai dit à mon père, je me suis inscrite en droit. À l'époque, c'était à l'université de Lubumbashi. Je suis donc de la première promotion. Inilou. Inilou. Okay. Et mon père me dit, mais non, tu ne veux pas t'inscrire en droit. Déjà qu'avec mon éducation, comment dire, les valeurs acquises. Les valeurs acquises. Il me dit, mais si tu es avocate, tu risques de commencer à divorcer tout le temps. Parce que ben tu ça dis aussi, c'est un souci. Voilà, la loi dit, la loi dit. Et donc mon père me dit, en fait, je pense que c'était l'envie de mon père. J'ai fait les désirs de mon papa. Il me dit, inscris-toi en médecine, la médecine, c'est bien, il veut me convaincre. Donc au départ, c'est lui qui m'a convaincu. Et qu'est-ce que je fais, tu sais? Je me suis inscrite en droit et en médecine. J'ai dit, j'ai seulement dit à mon père, on va faire ceci. La première faculté qui me répond, alors je vais y aller. Malheureusement pour moi, c'est la faculté de médecine qui me répond d'abord à l'époque. Et donc, je suis allé m'inscrire en médecine. Je peux t'assurer que c'est l'année où j'ai le moins travaillé. Pourquoi? Parce que j'espérais, je voulais d'abord faire le plaisir à mon papa, mais je voulais lui dire à la fin, tu as vu, j'ai fait la médecine, ça n'a pas marché. Malheureusement pour moi, j'ai réussi. Et donc, je passe en deuxième année. Et à partir de là, je pense que finalement, mon papa avait raison, le goût est revenu, d'autant plus que déjà cette façon d'encadrer mes frères, j'aimais ça, j'aimais rendre service, j'aimais voir les gens bien autour de moi. Et je pense qu'à partir de là, finalement, cette vocation qui était, je pense, enfouie en moi, s'est révélée. Et donc, j'ai aimé cette médecine. Et donc, j'adore ces chemins-là que j'avais pris. Alors, pour vous, docteur, professeur Louis Yeye, qu'est-ce que la santé représente pour vous? Beaucoup. Hein. La santé, en fait, je pense que la santé est au centre de tout. Je veux dire, du sommet à la base. Quand quelqu'un n'a pas une santé, mais il ne peut même pas faire ce qu'il est en train de faire. Il faut être en bonne santé pour parler, pour marcher, pour aller au travail, pour gouverner. Donc la santé est au centre. Et même si vous regardez, les autorités de ce pays ou de plusieurs pays mettent beaucoup d'accent sur la santé. Exactement. Actuellement, nous avons cette histoire de couverture santé universelle, ou même on veut vers des mutuelles de santé pour que les gens puissent se soigner. Notre pays était malheureusement réputé le pays où les femmes mouraient lorsqu'elles allaient accoucher. Et donc, grâce à ça, on voit vraiment cette baisse. Donc, il ne faut pas qu'une femme meure parce qu'elle donne la vie. Et donc, pour vous dire que la santé, elle est vraiment au centre. Et moi, en tant que médecin, je suis très fier d'être dans les émailles, dans cette, comment dire, lorsqu'on a cette émaille où il y a la santé, moi, en tant que médecin, je suis dedans. Parce qu'une femme, si je prends par exemple une femme, et on va en parler tout à l'heure, l'imagerie médicale qui est au centre, parce que le médecin radiologue, il est le médecin de médecin. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire plus tard. Voilà. D'accord, donc vous nous laissez avec une soif, ça c'est très intéressant, ça nous rajeunit en tout cas. Alors parlons maintenant de l'imagerie qui est votre domaine de prédilection. Comment c'était votre intégration dans ça? Est-ce que c'était facile, bien que vous étiez brillante à l'école, à l'université? Merci beaucoup. En fait, l'imagerie médicale n'était pas mon premier choix. Parce qu'il faut savoir que lorsque moi je termine ma médecine, on n'a pas de médecin radiologue femme. Ça n'existe pas. Et le médecin radiologue, le vrai médecin radiologue qu'on a, on est dans les années... parce que j'ai intégré l'hôpital Mamaemo déjà en 1994, donc 94. On avait le vrai radiologue, il n'y avait qu'un seul pour toute la République, le vrai radiologue. Et quand on dit vrai radiologue, ça veut dire il fait toute l'imagerie, le scanner, l'IRM, la radio et tout le reste. Parce qu'à ce moment-là, aux cliniques universitaires de Kinshasa, on ne formait les radiologues que pour faire la radio. On ne faisait que la radiologie. Donc, ce n'était pas de vrais imageurs, comme on peut dire. Alors, donc, quand je viens, je suis engagé à Mamaemo. Mon objectif à moi, c'était de devenir pédiatre. Oui, au départ, c'était ça. J'aimais bien les enfants. Mais lorsque, parce qu'à l'hôpital général ou même dans plusieurs centres, lorsque vous êtes jeune médecin, vous devez faire le tour de ce qu'on appelle les grands départements. C'est-à-dire, vous allez en pédiatrie, en gynéco, en chirurgie et en médecine interne. C'est à la fin de cette rotation que vous choisissez, moi je vais faire ci ou ça. Et donc moi, quand vous arrivez en médecine interne, vous devez passer en imagerie. Et c'est lorsque j'arrive à l'étape d'imagerie médicale que je fais la rencontre de Dr Manono. Dr Manono, soit dit en passant, nous l'appelons le pape de l'imagerie. Il faut vraiment lui rendre honneur. Beaucoup de respect. Oui. Comme on dit, à César, ce qui est à César. Exact. À cette époque-là, c'est le seul vrai radiologue, comme je dis. Et il était en même temps médecin directeur de l'hôpital général
et aussi chef de département parce que c'était le seul radiologue. Et c'est en travaillant avec lui que, en fait, j'ai réalisé qu'en fait, je me disais, mais c'est... Donc vous êtes là à côté, il est en train de vous dicter le compte rendu, il y a des images blancs et noirs, à la fin il vous dit cancer, méningiome. J'ai dit, mais ce gars, il a des médicaments ou quoi? C'est pas normal. En fait, c'était cette soif-là de connaître comment est-ce qu'à partir juste des images, il peut parler des cancers, il peut parler de ceci, de pathologie. Et donc, j'ai dit, voilà, j'ai trouvé ma vocation. C'est un déclic. Tout à fait, c'était un déclic. Et je suis allé le voir, on l'appelle patron. Nous l'appelons patron, tout le monde l'appelle patron. Okay. J'ai dit, patron, je voudrais faire l'imagerie médicale. Mais à cette époque, aucune femme n'avait fait l'imagerie médicale. Okay. Pourquoi? Parce que les rayons X font peur. Hein. Les rayons X induisent les cancers, ça induit beaucoup de maladies. Et surtout, pour une femme, ça abîme même les ovaires. Okay. Et donc, vous risquez d'avoir plus tard des enfants qui sont mal formés et tout le reste. Alors, il m'a mis en garde contre ça. J'ai dit, je vais quand même le faire. Et puis, je vais me protéger. Voilà, okay. Donc je m'engage en 2000 pour aller faire la spécialisation avec appréhension quand même. Et donc, en 2004, je suis donc diplômée, première femme radiologue de la RDC. Exact. Et c'était bien. En fait, j'ouvrais la voie aux autres femmes médecins qui avaient peur de la radiologie. Et donc, pendant ces cursus-là, j'ai eu à avoir mon premier enfant. Et je vous assure, quand j'ai eu mon premier enfant, mon appréhension, c'était de voir que mon enfant puisse être mal formé. J'avais très peur. Okay. Et donc, quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai demandé au gynécologue, est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il a tous les éléments avec lui? Tous les organes sont là. Mais j'ai vu que j'ai pu avoir des enfants. J'ai eu 5 enfants, tous en très bonne santé. Et je pense qu'à partir de là, des femmes médecins ont vu que de plus en plus, on pouvait avoir des enfants normaux en étant radiologue. Et c'est à partir de là, quand j'ai fait ma défense, comme j'avais fait grande distinction, j'étais donc éligible à faire la carrière. En fait, j'étais la première femme radiologue, j'avais fait grande distinction et j'aimais enseigner parce que j'enseignais déjà en étant juste en spécialisation. C'est ainsi qu'à l'université de Kinshasa, le doyen de l'époque, paix à son âme, le professeur Richard Kalala, a proposé à la faculté de m'engager comme assistante sur le plan académique. Voilà, c'est ainsi que j'ai cheminé l'histoire. Qu'est-ce que vous faites justement pour que les pays puissent vous reconnaître? Parce que là, c'est pas facile. Vous avez mis votre famille au risque, mais finalement, Dieu vous a donné le contraire parce que vous avez fait ça avec amour pour sauver des vies. Qu'est-ce que le pays peut faire pour vous exactement? Parce qu'on doit le faire au moment où vous êtes vivante. Le pays faire pour moi? Exactement. Vous êtes la première de femmes. Oui. Pas chose facile. Jusque-là, je suis la première femme radiologue, mais aussi la seule professeure de radiologie jusqu'à présent. Mais il y a des jeunes qui sont en train de venir. Je crois que d'ici là, on sera quand même quelques-uns. Quelques-unes vont venir. Bon, ce que le pays peut faire pour moi particulièrement, c'est tout simplement d'encourager. Et je pense qu'on les fait quand même assez bien parce que actuellement, la ministre de l'enseignement supérieur, c'est une femme. C'est d'ailleurs une jeune collègue à moi, docteur... Non, parce que vous avez un cerveau là. Le professeur Thérèse. Non, mais moi, j'estime que le pays ferait mieux en dotant les hôpitaux de matériel d'imagerie. Parce qu'il faut savoir que les matériels d'imagerie, on n'en a qu'à Kinshasa et dans les grandes villes. Et même quand je dis grandes villes, c'est Kinshasa, Lubumbashi, un peu à Kolwezi. Mais sur le plan de la formation, on n'a pas assez. Par exemple, à Kolwezi, ils ont du matériel, mais ils n'ont pas de médecins formés. Même à Lubumbashi, parce que je suis aussi professeur à temps partiel à l'université de Lubumbashi, mais même là, on n'a pas assez de médecins formés. Et donc, il faudrait que les pays puissent quand même investir en formation. Il y a trop d'embûches, il y a trop d'obstacles pour que les jeunes puissent se former. Et nous, en tant que formateurs, c'est que pour moi, nous faire du plaisir, ce serait qu'on puisse faciliter. Et je peux vous dire que moi, je suis professeur à l'université de Kinshasa et je suis donc chargé de recherche dans mon département. Tout le monde sait, l'imagerie médicale, tout le monde sait que professeur Luye, elle, c'est la maman des filles. Ça veut tout simplement dire, j'encourage les filles pour qu'elles puissent aller au-delà. Faites la continuité du travail de votre père. Tout à fait. Aller au-delà de leurs limites. Parce que c'est ça le problème. Même quand j'enseigne en undergraduate, je dis toujours aux filles, quand vous êtes ici, vous avez exactement le même type de cerveau que les garçons. Donc vous n'avez pas à vous minimiser. Vous avez et d'ailleurs, les études le prouvent. Si vous regardez des études, on prouvait qu'à l'école primaire, les filles réussissent mieux que les garçons. Exact. Mais c'est lorsqu'elles elles entrent dans le deuxième cycle, où on voit qu'il y a maintenant une baisse et
à cette étape-là, on voit plus de garçons, c'est dans la balance, c'est plus de garçons que de filles. Mais pourquoi? Parce qu'à cette étape, les filles commencent à tomber amoureuses. Vers 14-15 ans, elles tombent amoureuses et elles baissent en attention. Ça perturbe. Oui, ça perturbe. Il y en a qui vont sortir du circuit scolaire parce qu'elles vont tomber enceintes, alors que c'était des filles intelligentes. Voilà. Et donc, quand elles sont à l'université, quand je donne cours, moi, je dis toujours aux filles, et même, hein, je suis très sévère envers les filles qu'avec les garçons. Okay. Parce que j'ai dit, vous n'avez pas à vous dire, non, il ne faut pas attendre qu'on prenne parce que vous êtes une fille. Mais non, vous avez le même cerveau que le garçon. Okay. Et donc, vous devez même faire mieux que Vous faites un très grand travail. Tout à fait. Aujourd'hui, le chef de l'État met en place des femmes pour donner leur expertise. Donc, on peut dire que vous avez, n'est-ce pas, préparé les relèves et vous continuez à les faire. Et c'est bien pour moi. Je pense que je vais encourager les chefs de l'État à aller encore plus. Si on peut avoir un gouvernement avec 60% des femmes, ce sera parfait. Ce serait parfait. Okay. En fait, c'est ça. La femme ne doit pas se minimiser. La femme, pour nous qui sommes médecins, lorsqu'elle a une fille qui naît, un garçon naît, ils ont les mêmes types de cerveau. Hein. Il n'y a pas un cerveau féminin. C'est-à-dire, si moi je fais l'IRM par exemple, je ne peux pas partir seulement du cerveau dire, bon, peut-être il y a certains éléments, mais je ne peux pas dire, non, c'est un cerveau de fille, c'est moins que ça, et c'est un cerveau de... Non, c'est ça. On a la même capacité que le créateur nous a donné. Et donc, pas se minimiser et en fait, défendre ses ambitions. Et l'autre palier, c'est quoi? Les filles, généralement, et ça, je vais vous dire, je suis DG d'un ISTEM à Matadi, ça s'appelle ici Matadi. Nous avons 6 sections. 70% des étudiants sont des filles. Mais je vous assure que chaque année, vous avez le président des étudiants, c'est un garçon. Vous avez des promotions où vous avez sur 200 étudiants, vous avez peut-être 40 garçons et 160 filles. Récemment, il y avait, n'est-ce pas, des votes. J'ai vu plein d'hommes. Je dis, où sont les femmes? Non, c'est même pas ça le problème. C'est-à-dire vous avez 160 filles et 40 garçons, mais ce sont les garçons qui sont les chefs de promotion. Je dis, ça n'a pas de sens. Ça signifie que les filles n'ont aucune ambition. Je dis, mais les ambitions, alors ça signifie que même nous, les formateurs, on doit leur donner cette ambition, cette envie d'avoir de l'ambition. Déjà là, au banc de l'école, il faudrait pas, je leur dis, c'est pas normal pour une promotion de 200 personnes ou 160 sont des filles, que les CP soient un garçon. Parce que déjà, si on prend le nombre, ça signifie qu'une fille qui vote pour la fille passe. Et donc, j'ai dû m'imposer pratiquement à l'ICI Matadi pour que, lors des élections, pour qu'on puisse, parce qu'on ne va pas obliger les gens de voter, mais sensibiliser les filles pour qu'elles votent d'abord les filles. Exact. Et donc, ça fait quelques années, bientôt, je suis très contente que les filles ont quand même compris ça. Et on a maintenant des présidents des étudiantes qui sont des filles, comme cette année, c'est une étudiante. L'année passée aussi, on dit pas, on n'exclut pas les garçons, mais les filles doivent aussi. Oui, doivent aller, on doit mettre là 50-50, 50-50 d'ici 2030. D'ailleurs, ça c'est une promesse internationale. D'ici 2030, 50-50, hommes-femmes. Et le monde se portera mieux, vous verrez. Exactement. Alors, docteur, quelles sont les réalités que vous êtes en train de vivre, ou alors des obstacles que vous êtes en train de bannir, que vous êtes en train de minimiser? Parce qu'il y a beaucoup de femmes, quand ils vous regardent, ils disent « Ah, elle n'était pas soutenue. Est-ce que moi, je saurais ?» Ça aussi, c'est une question. Elle a toutes les forces, elle a des potentiels, elle a des talents, mais elle se dit « Qui va me propulser ?» Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ça c'est vrai. En fait, c'est comme je l'ai dit, hein, nous vivons dans un monde malheureusement encore macho. Et donc... moi, je ne leur en veux pas vraiment, parce que vous n'allez pas dire à quelqu'un qui est habitué à dominer, non, mais non, pousse-toi là que je m'y mette. Je pense que c'est par rapport à nos capacités, lorsqu'on va leur prouver qu'on vaut la peine, parce qu'on a toujours des hommes genrés, hein, comme mon papa, c'était à l'époque, hein, mais on a comme ça des hommes genrés qui donnent de la valeur aux femmes. Je pense que les obstacles, il y en a tellement beaucoup, sur tous les plans d'ailleurs. Lorsqu'on fait... des élections. Regardez, si on prend seulement l'exemple de notre pays, lorsqu'on fait des élections, les partis politiques, ils amènent quelles femmes? Donc vous allez voir, déjà au niveau des partis politiques, il n'y a pas assez de femmes qui doivent occuper des postes, c'est eux-mêmes les hommes. Peut-être qu'elles sont étouffées. Mais justement, elles sont étouffées, mais elles sont là. Lorsqu'ils font des meetings, regardez dans les salles, hein, ce sont des femmes, lorsqu'on doit donner des postes, ils prennent eux-mêmes les postes des hommes. Pourtant, ce n'est pas les femmes formées avec diplôme et tout le reste qui manquent. Peut-être qu'on est dans un, je pense que dans l'ensemble, paternaliste, mais c'est à nous aussi, petit à petit, de leur montrer qu'on ne leur fait pas de la concurrence. On est là pour développer ensemble et on peut faire même, comment dire, à tour de rôle, non? Cette année, c'est un homme qui a dirigé et l'autre. Ouais, ça fait à tour de rôle, c'est l'essentiel.
c'est de voir D'apporter le quelque bien chose. commun. Oui, oui. Parce que si on apporte quelque chose pour le bien de tous, c'est bien. Qu'est-ce que ça vous coûte que ce soit une femme qui est DG et tu es bien traitée, qu'un homme qui est DG et tu es maltraité? Donc, vous voyez? Donc, en fait, on doit se mettre d'accord qu'on est tous importants. Parce qu'ici, hein, j'aimerais insister, et là, j'aimerais vraiment insister, attirer l'attention. Ok. Je ne parle pas des foyers. Ok. Je parle de femmes en dehors de foyer. Ouais, les femmes professionnelles. Voilà. Parce que dans le foyer, ça c'est autre chose. On n'en parle pas. Dans le foyer, la femme reste à sa place. Hein. Dans le foyer, il n'y a pas de tête. Hein. Ouais. Il y a un seul chef. Donc je ne parle pas de foyer. Je parle sur le plan professionnel. Et donc sur le plan professionnel, on est tous égaux. On doit donner les chances à tout le monde. Là, par exemple, je suis en train d'interpeller même chez nous à l'université de Kinshasa, lorsqu'on fait des élections où, vous voyez, tout un comité, ils sont 5, il n'y a que des hommes. Et quand vous allez faire des revendications, mais il faut une femme. Mais le comité est composé que d'hommes. Maintenant, c'est pas logique. Voilà. Et cette femme-là, elle sera peut-être à la queue. Voilà. Et ce n'est pas logique. Alors, nous sommes fiers de vous recevoir. En fait, ça me donne du plaisir. Lorsque je vous entends parler, on va encore continuer dans ces mêmes élans. Mais finalement, vous êtes professeur docteur, spécialiste dans l'imagerie médicale, mais aussi vous êtes femme mariée. On vous voit comme ça, on sent que vous êtes très difficile. Comment vous faites justement pour gérer votre mariage, vos enfants et le travail? Ça aussi, c'est important, parce qu'il y a plusieurs femmes élevées en dignité, peut-être qui peut-être n'ont pas pris assez de temps pour la famille, mais vous, jusque maintenant, vous avez un regard sur votre famille, selon les investigations. Oui, Madame Fanny, c'est une bonne question, mais vous savez, c'est pas si facile que ça. Hein. D'abord, il faut avoir la chance d'avoir un homme qui vous comprend. Parce qu'il faut savoir que lorsque j'ai fait ma thèse doctorale, par exemple, moi j'ai fait ma thèse doctorale à la KU Leuven en Belgique. Donc pendant pratiquement 5 ans, j'étais obligé de laisser ma maison pendant 6 mois. Les enfants étaient encore petits. Et donc pour ça, c'est pourquoi j'ai dit il faut avoir des hommes genrés. Des hommes qui comprennent que vous le faites pour l'intérêt de la famille. Et donc, je pense que peut-être c'est cette chance-là, parce qu'il y a des hommes qui refusent que leur femme se déplace même une semaine. En fait, vous l'étouffez. Non, mais il faut la confiance. Tout à fait. La fidélité aussi. Vous savez, je vais vous faire rire. Hein. D'ailleurs, les femmes les plus infidèles sont les femmes qui ne bougent pas. Ok. Bah oui. Donc, ça c'est un sujet qui vous ouvrez. Je vais vous inviter ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pourquoi, parce que les hommes, non, je ne veux pas que ma femme voyage. Mais il y a des hommes, il est là, il travaille à Kinshasa. Quand il est au travail, la femme fait entrer l'homme à la maison. Donc ça n'a rien à voir. Moi je crois que c'est un problème seulement de confiance. Et j'ai toujours dit, même quand je parle aux jeunes, parce que dans mon église, je suis aussi encadreur de jeunes filles. Et donc, on va y arriver. Vous avez plusieurs casquettes, je dis. On peut finir par là. Oui, oui. Donc je dis toujours aux jeunes filles, il ne faut pas faire quelque chose à cause de l'autre. Fais ça pour toi. C'est-à-dire, je ne me méconduis pas parce que... Non, je ne me méconduis pas pour moi. C'est-à-dire, si je me méconduis, c'est la saleté dans mon corps. Toi, pas pour l'autre. Exact. Et donc c'est ça. Donc même avec mon mari, c'était ça. On se comprenait quoi. Quand j'étais pas là, parce que lui aussi, il est aussi dans la carrière académique. Lui aussi, quand il se déplace, je reste avec les enfants. Donc on se complète. Non, mais c'est une coopération. On va vouloir vous inviter pour essayer un peu de ranger quelques foyers. C'est une coopération, et cette coopération n'est pas dans plusieurs foyers. Merci et félicitations, et surtout joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Vous avez fêté votre anniversaire récemment, je crois 2-3 jours passés. Que Dieu vous bénisse et surtout vive longtemps. Merci beaucoup. D'accord. Je vous remercie infiniment d'être venu. Merci. Et à très vite. Alors, fidèles téléspectateurs, je pense que vous avez retenu quelque chose de précis au travers le professeur docteur Gertrude Louyeye, qui est donc congolaise de la République démocratique du Congo. Elle a son histoire, c'est juste une partie, et la fois prochaine, on va ouvrir sa spécialité. Portez-vous bien et surtout, bonne suite de programmes sur la chaîne du développement. À très vite.